Bon, à toi, professeur Émilie Duchalet, à Nantes. Donc, tu vas nous parler de la neuromodulation et puis du dernier scoop, le Botox. Ouais, tout Et à puis fait. encore d'autres, mais ça, elle va vous le dire, je ne dis pas. Tout à fait. Bah, bonjour à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur d'être là pour parler de ça. Et donc de l'évolution stratégique du traitement de l'incontinence anale et notamment de la neuromodulation sacrée et potentiellement du Botox. Alors, ces deux solutions, la neuromodulation sacrée et le Botox, ce sont des solutions qui vont être proposées à des patients qui sont atteints d'incontinence fécale. Donc, on va parler dans cette partie de la journée d'incontinence fécale. On met de côté l'incontinence au gaz et on se concentre sur l'incontinence définie comme un passage incontrôlé des selles par l'anus pendant au moins 3 mois. Et donc, si on parle de cette incontinence fécale, on va considérer qu'il y a un patient, enfin un individu sur 12. Merci. Un individu sur 12 qui va être atteint d'incontinence fécale dans les pays qui ont fait l'effort de relever la prévalence de cette pathologie. Ça atteint principalement des femmes, mais ça, Aurélien l'a déjà dit, et des femmes de 60 ans ou plus. Alors, pour élément de comparaison, c'est la même prévalence que le syndrome de l'intestin irritable. Et si on compare le tapage que fait médiatiquement le syndrome de l'intestin irritable avec celui de l'incontinence fécale, bah, on n'est pas au même niveau. Et il y a en effet un vrai problème de communication et un vrai problème de sujet tabou autour de l'incontinence fécale. Et on en arrive souvent à voir ce genre d'article, plutôt spécialisé presse senior, avec ce genre de photos pour parler de l'incontinence fécale. Donc, difficile de s'adresser à une population plus jeune. Et pour autant, quand on regarde les études qui s'intéressent à des patients de moins de 65 ans, on a en effet entre 9 et 16 des patients qui rapportent au moins un épisode d'incontinence fécale au cours de leur vie. Et il y a quand même un tiers d'entre eux qui sont des épisodes récents, ce qui veut dire qu'au moment où on les a interrogés, si l'épisode était récent, il est probable que ce soit des épisodes répétés et donc une fréquence non négligeable de l'incontinence fécale chez les patients jeunes. Évidemment, chez ces patients jeunes, il y a quand même souvent un facteur prédisposant, des maladies du tube digestif, que sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le syndrome de l'intestin irritable, la maladie cœliaque, qui vont modifier la perception du tube digestif parce qu'il va être inflammatoire, et aussi la consistance des selles, on va voir que ça joue un rôle important. Et puis il y a le diabète aussi, puisque le diabète va altérer les nerfs périphériques, et on va voir que les nerfs sont importants dans les mécanismes de continence. Et donc, c'est probablement la raison pour laquelle on voit quand même apparaître de plus en plus d'articles, heureusement, que certains s'y intéressent avec des cibles de population plus jeunes pour parler d'incontinence fécale. Alors, pour comprendre l'incontinence fécale, il faut comprendre ce qu'est la continence fécale. Alors, pour avoir une bonne continence fécale, on a besoin de plusieurs éléments. On va avoir besoin d'un réservoir rectal qui est compliant, c'est-à-dire qui va être capable de se distendre suffisamment pour contenir les selles suffisamment longtemps pour attendre d'aller à la selle. On a besoin d'une perception des selles par des récepteurs, des barorécepteurs qui sont présents au sein de la paroi du rectum et d'un rectum qui soit capable de se contracter de façon organisée pour évacuer les selles au moment nécessaire. On a aussi besoin d'un appareil sphinctérien et d'un plancher pelvien compétent qui vont assurer une sensibilité aussi à eux par la distension et puis une continence passive en ce qui concerne le plancher pelvien et le sphincter anal interne et une contraction volontaire qui va permettre de différer la défécation pour ce qui concerne le sphincter externe. Et puis, si tout ça fonctionne, c'est aussi parce qu'on a, et on va en parler beaucoup, une innervation pelvienne qui est coordonnée, qui va permettre de coordonner la fonction de l'anus et du rectum et permettre à tout ce petit monde de fonctionner ensemble pour assurer une exonération et une continence. Alors, quand on est incontinent, eh ben, c'est qu'on a perdu cet équilibre de continence anale parce qu'on a une atteinte du réservoir rectal. Ça peut arriver quand on a une maladie inflammatoire ou un cancer au sein du rectum, puisqu'on va avoir une modification des perceptions au sein du rectum et puis une compliance qui va être diminuée. Et on peut aussi avoir une atteinte des sphincters et du plancher pelvien, mais ça, je laisserai le professeur Faucheron en parler. Et le professeur Vinara a déjà parlé des atteintes du sphincter. Mais là où on va s'intéresser le plus, nous, ça va être sur les problèmes d'innervation pelvienne, puisque quand on a une innervation altérée, ben, les choses vont moins bien se passer aussi. Et l'innervation peut être altérée par des problèmes de lésions neurologiques, c'est le cas des traumatismes médulaires, mais ça peut être aussi plus insidieux, et notamment pendant la grossesse, parce qu'on va avoir une élongation de tous ces nerfs, et comme je l'ai dit, le diabète aussi peut altérer le fonctionnement de cette innervation. Et puis, il y a un autre point qui peut déséquilibrer tout ça,
c'est la consistance des selles, puisque on néglige quand même souvent, quand on est chirurgien, l'importance de la consistance des selles sur la continence. Et on peut comprendre que quand les selles sont trop liquides ou trop solides, il va être plus difficile de les évacuer et de les garder que quand elles sont d'une consistance normale. Voilà, donc une fois qu'on a compris tout ça, on peut aborder les stratégies thérapeutiques. Alors, celles dont on va parler principalement, que sont la neurostimulation sacrée ou neuromodulation et la toxine botulique, à quel moment on va les proposer au cours de la prise en charge? Eh bien, certainement pas au début, parce que c'est quand même des solutions qui sont chères, un peu invasives, même si elles ne le sont pas trop, et qu'on va se concentrer au départ sur la recherche, la caractérisation en tout cas de l'incontinence. Donc, on va déjà essayer de savoir, parce que le traitement ne va pas être le même, entre une incontinence par urgence, impériosité, ou une incontinence passive que le patient ne sera pas capable de percevoir, ou une incontinence mixte. Et surtout, c'est un point hyper important, d'éliminer une cause spécifique. On s'est tous probablement fait avoir sur une incontinence fécale qui en fait était un syndrome de la queue de cheval qu'on a laissé passer. Un cancer, bon, c'est quand même un peu notre métier, donc ça, on est un peu plus sensible. Un problème de statique ou un traumatisme sphinctérien. Et là, il y aura un traitement spécifique qui va peut-être passer par des phases différentes que celles que je vais vous énumérer après. Mais pour tous les autres cas où on n'a pas trouvé ce type d'étiologie spécifique, eh ben, on va commencer par réguler le transit, puisque je vous disais que les selles, c'est hyper important, enfin la consistance en tout cas, très important pour la continence. Et donc les Américains sont très forts pour la médiatisation de ces choses-là, parce qu'eux, ils score your poop. Donc on peut, avec des petits schémas très précis, savoir quelle est la consistance de nos selles. Et ça, on l'utilise en consultation tous les jours. Et donc, en fonction de ça, on va donner aux patients une cible de selles entre Bristol 3-4, donc facile à émettre. Et pour ça, on leur donne des conseils diététiques, des mesures médicamenteuses. Et puis, parallèlement à ça, on va commencer à parler aussi de rééducation. Alors, la rééducation, Béatrice en a déjà parlé, mais donc le but, ça va être de renforcer le sphincter, mais aussi de réapprendre aux patients à aller à la selle, comme on a dit tout à l'heure. Et pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, la SNFCP a mis en ligne des MOOC sur la chaîne YouTube, et il y a un MOOC qui s'appelle Comment fait ton caca et qui est très bien fait et qui, enfin, on va le médiatiser un peu plus parce qu'en effet, il n'est pas peut-être pas passé pour tout le monde, mais il est très utile même pour le grand public. Donc voilà. Les kinés sont très utiles pour faire prendre conscience aux patients de la bonne façon d'aller à la selle en tout cas. Et puis après, on arrive aux deuxièmes lignes de traitement sur lesquelles je ne vais pas m'étaler parce que ce n'est pas le but de la présentation. Il y a la stimulation tibiale et les lavements coliques, qu'ils soient rétrogrades ou antérogrades. Et une fois que ces solutions-là ont été évoquées, proposées, utilisées peut-être avec échec, on va arriver à la troisième ligne de traitement qui vont être la neurostimulation et la toxine botulique. Alors, la neurostimulation sacrée, on n'a pas inventé grand-chose, nous, chirurgiens digestifs. On a beaucoup pris aux urologues. Vous allez voir qu'on a quasiment tout pris aux urologues dans ce que je vais vous présenter. En tout cas, c'est eux qui ont commencé à décrire cette stratégie dans le traitement de la vessie hyperactive. L'idée était donc en 1989 de se dire qu'en stimulant les racines sacrées, on allait redonner du tonus au sphincter externe de la vessie via une stimulation du nerf pudendal. Et en fait, en effet, dans la première étude qui a été publiée, qui s'intéressait à des patients avec une vessie neurologique, il y a eu toute une étude des nerfs et de leur fonction au cours de la neurostimulation qui retrouvait que quand on augmentait le stimulus au niveau du nerf pudendal, on augmentait le tonus sphinctérien de la vessie, enfin du sphincter externe de la vessie, et que par rétrocontrôle, on inhibait l'hyperactivité de contraction du muscle vésical. Et donc, c'est comme ça que la neurostimulation sacrée est devenue un traitement de référence dans la vessie hyperactive. Alors, c'est finalement pas si longtemps après que Klaus Matsell en Allemagne a proposé ce traitement dans l'incontinence fécale, mais sans faire de différence entre incontinence fécale par impériosité ou incontinence fécale passive. Et il a proposé la stratégie suivante qui reste aujourd'hui toujours la même. Donc, en fait, on propose une implantation d'électrodes qui se fait par voie percutanée sous sédation au niveau de la racine S3. Le patient va être, enfin, on connecte cette électrode à un stimulateur à l'extérieur du patient pendant 2 à 3 semaines et on fait un test. Et pendant cette période de 2 à 3 semaines, on va compter le nombre d'épisodes d'incontinence fécale. Et si
au bout de ces 3 semaines, enfin 2 à 3 semaines, on a plus de 50% de réduction du nombre d'épisodes, ben on va décider avec le patient, s'il est satisfait, d'implanter définitivement le stimulateur avec l'électrode, et ce pour une durée de la durée de la vie de la pile. Alors en pratique, comment ça se passe? Ça va être assez rapide, parce que c'est un geste assez rapide. Donc ça commence par le repérage sous scopie des foramen sacrés, S3, qu'on va pouvoir marquer sur la peau du patient. Et puis on va ensuite implanter l'aiguille sous contrôle scopique sur une ligne qui va être alignée sur la ligne médiane, à l'endroit où on aura centré le foramen S3. Et en fait, l'objectif, c'est d'atteindre, je lance la vidéo, c'est d'atteindre le... Qui ne se lance pas? Voilà, d'atteindre en fait la jonction entre les dernières pièces sacrées et l'échancrure, enfin la clarté iléale au niveau d'un bassin de profil. Et donc, c'est à cet endroit que doit arriver l'aiguille pour être au niveau de S3. Ensuite, une fois qu'on est en bonne position, on va contrôler la position par la stimulation de l'électrode avec un petit stimulateur externe. Et on va contrôler au niveau de l'anus qu'on a une bonne contraction en stimulant à des intensités différentes. On a un objectif de 2 milliampères comme étant le maximum. Et puis après, on va implanter l'électrode. Donc, on va mettre en place une chemise qui doit arriver au niveau de la table interne de sacrum pour pouvoir mettre en place l'électrode qui contient des petits plots que vous voyez en opaque là. Et ces petits plots vont être un à un testés pour savoir lequel a une meilleure réponse. Et puis l'électrode ensuite va être déchemisée pour pouvoir laisser apparaître les petites ailettes pour éviter le retrait de l'électrode. Ensuite, on fait une tunnelisation pour passer l'électrode à l'extérieur et pouvoir la brancher à la fin au stimulateur. C'est une technique assez simple qui se fait sous sédation. Je vous ai enlevé le son parce que le patient a ronflé pendant toute l'intervention. C'est celle d'il y a 2 jours. Donc voilà. Donc, une technique facile et très peu risquée, puisqu'il y a, mis à part quelques infections et rares infections de matériel, peu d'effets indésirables décrits. Voilà. Et donc, à la fin, on doit avoir 2 plots qui sont à l'intérieur et 2 plots à l'intérieur de la table interne et 2 plots à l'extérieur. À l'intérieur, enfin, pardon, dans le pelvis. Voilà. Alors, pour les 2 premiers patients implantés qui a fait l'objet de cette publication dans le Lancet, il y avait eu de très bons résultats. On voit qu'au moment où on met l'électrode temporaire, on a une amélioration du score fonctionnel. Quand on enlève l'électrode temporaire, on n'a plus d'effet. Et quand on remet l'électrode définitive, puisqu'à cette époque-là, c'était dans ce sens-là que ça se passait, eh bien, on a à nouveau un effet. Et puis, il y a eu des études pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Alors, on sait que ça améliore le tonus anal, un peu sur le même principe que pour la vessie. Par contre, tout ce qui est fonctionnement rectal, c'est un peu moins clair. Ce qui est certain, c'est qu'on va améliorer le péristaltisme, on va augmenter le péristaltisme du côlon distal, probablement par un cheminement du stimulus dans la moelle épinière qui va remonter ensuite, qui va ensuite redescendre vers les racines S1, S2. Et on pense qu'en effet, il y a une progression de la stimulation qui va même jusqu'au niveau central via la corne dorsale de la moelle et qui peut atteindre le thalamus et le tronc cérébral. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à démontrer. En tout cas, ça marche, puisque dans les plus grosses séries qui ont atteint 5 ans maintenant d'élèves, voire même 10 ans, on a des bons résultats. Donc, sur l'étude danoise, qui était la première à être publiée, on voit un taux d'implantation définitive de 78%. Ça veut dire qu'à la période du test, 78% des patients avaient une bonne réponse et qu'ils ont été implantés. Et une fois implantés, à 5 ans, on a 55% des patients qui sont toujours en cours de fonctionnement avec leur neurostimulation et qui sont satisfaits. Ça laisse en effet la moitié des patients non satisfaits. On pourra y revenir. L'étude française est un peu plus optimiste, probablement parce qu'elle sélectionne mieux les patients. Donc ça, c'est la plus grosse série qui existe. Elle est française, Cocorico. Donc on a 65% d'implantation définitive, donc moins que les Danois. Par contre, on a une meilleure efficacité à long terme puisqu'on atteint 70% à 5 ans et 45% à 10 ans. Donc un traitement qui reste au moins efficace pendant 5 voire 10 ans. En termes de qualité de vie, on a aussi une amélioration sur tous les domaines de la qualité de vie, comme vous pouvez voir ici. Et ça, c'est significatif, jusqu'à au moins 4-5 ans de suivi pour 60-70 patients. Voilà. Donc,
comme je vous ai dit, il y en a quand même 50% qui, à la fin, finissent avec un traitement qui n'est pas efficace. Alors, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la sélection des patients chez qui la neurostimulation peut être efficace? Est-ce qu'on peut les sélectionner? Alors, quand on regarde un peu les populations qui sont évaluées dans ces études, on a 45% d'incontinents par impériosité et il n'y a pas spécialement de différence d'efficacité à long terme. Donc ça, ce n'est pas forcément un des critères qui pourra être utilisé. Et pour revenir sur le problème des lésions sphinctériennes, on a aussi un tiers des patients qui ont des lésions sphinctériennes et il n'y a pas de différence de réponse avec ceux qui n'en ont pas. Donc, ce n'est pas non plus là-dessus qu'on va pouvoir sélectionner les patients. Par contre, on a des facteurs prédictifs de succès qui ressortent, et notamment le fait d'avoir une réduction des fuites par impériosité pendant la phase de test. Ça, c'est un bon moyen de sélectionner ceux qui vont avoir une durée, une efficacité à long terme. Et puis après, on a aussi l'amélioration du score d'incontinence à 6 mois, mais ça, évidemment, ça paraît logique puisque on sait que le traitement est efficace, il a été efficace au début. Et il y a des mauvais répondeurs, c'est plutôt les hommes plus âgés et des patients qui ont un antécédent chirurgical pour incontinence fécale. Et donc ça revient à la discussion tout à l'heure des patientes qui ont une lésion sphinctérienne parce que c'est un facteur de risque d'échec de les avoir réparées avant. Bah, ça pose la question de savoir ce qu'il faut faire chez elles. Est-ce qu'il faut d'abord réparer le sphincter ou est-ce qu'il faut d'abord les neurostimuler et éventuellement les réparer après si on a un échec de neurostimulation? Mais ça, on n'a pas encore répondu à la question. Alors, l'évolution de ce traitement, eh ben, on a toute une évolution parce que le talon d'Achille de ce traitement, c'était la durée de vie de la pile qui impose aux patients d'être réopérés pour changer la pile. Donc maintenant, on atteint une durée de vie de 15 ans quand on a des piles rechargeables. Ça impose aux patients de se recharger une fois par semaine. Et en tout cas, les résultats fonctionnels et de qualité de vie sont les mêmes qu'avec la neurostimulation classique. Alors ça, c'était pour la neurostimulation sacrée. Maintenant, quand on parle de la toxine botulique, on essaye de résoudre le problème de cette moitié de patients, d'effectifs qui ne va pas avoir de bons résultats à long terme. Et alors cette toxine, elle va s'appuyer aussi sur le traitement qu'utilisent les urologues pour la vessie hyperactive, en considérant que les patients qui ont une incontinence fécale par impériosité, ils ont tous certes un sphincter externe qui va être hypocontractile, mais il y a 50% d'entre eux, et ceux qui sont les plus sévères, donc ceux qui ont une vraie incontinence fécale, qui va aussi présenter une contractilité rectale augmentée et une hypersensibilité rectale. Et que ça va évidemment aboutir à une diminution de la compliance rectale. Et donc, à ces patients-là, on va pouvoir leur proposer des injections de toxines botuliques. C'est 1 millilitre en 10 points précis dans le rectum. On commence assez haut au-dessus de la ligne pectinée pour éviter d'avoir les effets indésirables au niveau de l'anus. Et donc, ça a fait l'objet, cette étude randomisée qui comparait toxine versus placebo pour les patients atteints d'incontinence fécale par impériosité. Ça a fait l'objet d'une publication dans Lancet Gastro-Entérolhépatol l'année dernière. Et on retrouvait un très bon résultat fonctionnel à 1 mois, 3 mois, 6 mois en comparaison du placebo. Avec donc une diminution de la proportion, enfin une bonne diminution de taux d'épisodes d'incontinence fécale et d'urgence en comparaison du placebo. Et c'est intéressant de voir que par contre, le score fonctionnel, lui, ne bougeait pas parce qu'il n'est pas designé pour les incontinences fécales par impériosité. Donc, on ne peut pas se fier à ce score qu'on utilise pourtant tous les jours pour évaluer les patients. Et on avait aussi une amélioration du délai de retenue, une amélioration de la qualité de vie. À long terme, quand on suit ces patients, on se rend compte qu'en fait, ils vont avoir besoin de réinjection puisque la toxine botulique, elle est efficace 6 à 9 mois. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'incontinence fécale, on peut aller jusqu'à une réinjection tous les 3 ans. C'était la moyenne pour les patients de l'étude. Et qu'on a une efficacité après chaque réinjection. Sur le diagramme de droite, vous avez l'évolution pour les croix jaunes et les croix rouges de avant réinjection et après réinjection. Et on voit que par contre, à chaque réinjection, on n'atteint pas par contre le résultat initial. Donc on a une petite perte d'efficacité à chaque fois, ce qui laisse poser la question de que se passera-t-il si on fait plus de 3 réinjections. En tout cas, 61% des patients étaient satisfaits. Donc ça, c'est peut-être l'avenir. Et par contre, on n'a pas résolu le problème de l'incontinence fécale passive. Alors, il y a des études en cours. Je vais passer vite dessus. Il y a l'injection des cellules musculaires autologues. On prélève des cellules musculaires sur un muscle strié. On va les cultiver et ensuite les réinjecter. Il y a des études préliminaires qui retrouvent un bon résultat, mais ça reste encore expérimental. Et par contre, il y a l'injection de graisse autologue qui se base sur la capacité des cellules sous-mésenchymateuses à pouvoir reconstituer du muscle. Et ça, c'est l'essai randomisé qui mène aujourd'hui le CHU de Rennes, dans lequel on participe et qui, j'attends avec impatience les résultats.
Et puis, moi, en ce qui me concerne, je suis assez confiante aussi sur le retour du sphincter artificiel, puisque les urologues l'ont remis au goût du jour avec une télécommande qui permet de l'activer, le désactiver avec une télécommande au moment où on veut, et notamment à des moments où on n'est pas à risque de fuir, ce qui permet de relâcher la tension sur le sphincter lui-même, ce qui pouvait créer les zones où s'ulcérait la peau en regard du sphincter artificiel. Et donc, c'est en train d'être évalué en neurologie, et comme toujours, on va attendre de voir ce que donnent leurs résultats pour se lancer nous aussi. Mais probablement que c'est l'avenir, en tout cas pour l'incontinence urinaire et fécale. Voilà. Donc, en conclusion, bah, après optimisation du traitement médical, on peut proposer la neurostimulation des racines sacrées à tout type d'incontinence, notamment pour la double incontinence, puisque c'est aussi efficace pour l'incontinence urinaire. L'injection de toxines botuliques intrarectales, bah, c'est réservé aux impériosités et aux fuites sur impériosité. On ne sait pas très bien à long terme ce que donneront les plusieurs injections répétitives. Mais en tout cas, on a des solutions et c'est pour ça que c'est hyper important que les patients puissent en profiter. Donc, il faut les dépister pour qu'elles puissent ou ils puissent en profiter. Je vous remercie de votre attention.